Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Build in Public de ma startup Safely, le Uber de la sécurité privée. On va passer en revue un peu tout ce qui s'est passé cette semaine et il y a eu des choses qui sont arrivées. Ça a été une semaine chargée en tout, en émotions et en projets. Donc on va commencer. Déjà ma vidéo TikTok que j'ai publiée en storytelling pour présenter le concept a fait énormément de petits bébés, on va dire. Donc actuellement, elle est à 370 000 vues. Et je précise une trentaine de milliers de likes, un truc comme ça. Exactement. Donc elle est à 30 000 likes. Donc ça veut dire que les gens sont... Il y a 30 000 personnes qui aiment le concept puisqu'ils ont liké. Donc elle a fait pas mal de petits bébés sur différents comptes cette semaine, parce qu'il y a eu des repartages aussi sur Twitter, mais ça c'était la semaine dernière, où ça a fait 6 millions de vues, tout compris. Là, on a fait pas mal aussi sur Insta et TikTok, donc ça a été repris par des comptes qui ont émis des vives critiques sur le projet. Certains de bonne foi. J'ai pas vraiment vu ceux de bonne foi. J'ai vu certains qui m'attaquaient plus en tant que personne et qui ont dégommé le projet en fait. Donc c'est un peu lancer un projet comme ça qui a un aspect sociétal et avec une thématique aussi dure, on va dire. C'est quelque chose auquel il faut être préparé. Et j'avoue que j'avais un peu sous-estimé la vivacité des critiques qui pourraient émerger. Et donc en fait, ces critiques ont été portées par des comptes quand même assez radicaux. Et les critiques portaient sur le fait déjà que c'est pas un homme de lancer un projet contre le harcèlement de rue, puisque le harcèlement de rue, c'est les hommes qui le font. J'aime pas l'assignation à résidence, donc pour moi, c'est une forme de discrimination comme une autre, donc je vois pas pourquoi un homme pourrait pas lancer ce projet-là. Moi, je prends tous les retours de toutes celles qui me parlent de ce projet-là, je me renseigne et tout ça. Bon, il n'y a pas à faire d'assignation de résidence comme ça. Il y a d'autres critiques sur le fait que ce soit payant. Bah oui, mais bon, les agents de sécurité, c'est pas des bons samaritains qui vont faire 4-5 heures de travail tous les soirs, 7 jours sur 7, par charité. En fait, ils ont aussi une famille, ils ont un loyer à payer, donc en fait, il faut un business, un modèle économique, quoi. Il faut un modèle économique, et quoi de plus efficace que celui de Beurre. Donc voilà. Et après, il y a eu des critiques ad nominem, notamment d'une influenceuse qui a quand même 177 000 abonnés sur Instagram et qu'on a, je crois, aussi 100 000 sur TikTok, et qui a fait, je crois, 4 vidéos sur moi, un truc comme ça. Elle s'est vraiment acharnée sur moi, à la limite du harcèlement, et qui a carrément appelé dans une de ses vidéos à m'écraser la tête contre un mur. Donc voilà, c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui dit défendre les femmes victimes d'agression et de harcèlement, et qui appelle à l'agression et qui fait du harcèlement sur quelqu'un qui ne lui a rien fait, qui essaye juste de trouver des solutions aux problèmes, et on peut différer sur les avis sur cette solution, mais partir dans l'insulte et la violence, en fait, c'est complètement contraire à ce qu'il faudrait faire. Et voilà. Et donc cette personne a envoyé plein de nervis m'insulter carrément en message privé, et avec les mêmes éléments de langage que ce qu'elle avait dit dans la vidéo et tout ça. Donc voilà, pas mal de... Émotionnellement, ça a quand même été assez chargé. Mais voilà, faut avancer. Quand il y a des critiques qui sont constructives, je les prends. Quand c'est juste m'insulter, écoutez... ça ne sert à rien en fait, c'est une perte de temps. Vous faites du mal, vous me faites du mal, ça n'a aucun sens, et on fait pas avancer le schmilblick. Donc voilà, critique assez constante, hein, voilà. Et alors c'est marrant parce qu'il y a une sociologie des réseaux, hein, vraiment. Sur LinkedIn, franchement, réception ultra positive, franchement à 95%, 99%.
ultra positive, des gens qui veulent aider et tout ça. Facebook, réception très positive aussi. Très très positive. Voilà, quelques critiques, mais vraiment sur Facebook, très positif. Sur TikTok, c'est moitié-moitié. Moitié-moitié. La vidéo de TikTok, par exemple, que j'ai postée sur mon compte, il y a eu, je crois, des milliers de commentaires, mais les centaines de premiers commentaires que j'ai pu lire, parce qu'après ça allait trop vite, étaient tous positifs, en fait. Et même encore, je crois, il y a des commentaires là qui sont toujours top commentaires, même après le shitstorm que j'ai eu, voilà, et qui sont toujours très positifs. Donc en fait, TikTok, voilà. Et c'est sur Twitter aussi, un peu des deux, même si ça penchait plus côté critique. Et c'est sur Instagram où c'est le plus critique. Voilà. Mais donc il y a vraiment une sociologie des réseaux sociaux. Ça, c'est bon à savoir quand vous vous lancez en tant qu'entrepreneur. Il y a des réseaux sociaux où vous allez être plus soutenu sur des projets et d'autres où vous allez tomber sur d'autres sociologies qui vont moins aimer et potentiellement plus critiquer, quoi. Voilà. Donc bon, j'ai parlé des vidéos de critique, mais j'ai eu des vidéos de soutien aussi. Il y a une créatrice de contenu qui a fait une vidéo sur le projet, qui a eu 6000 likes. Voilà, et je reçois plein de DM aussi de gens sur un peu tous les réseaux et de commentaires qui me disent génial ton projet. Donc voilà. Et c'est marrant parce qu'au milieu de tout ça, il y a une couverture médiatique. Les médias s'intéressent vraiment à ce projet parce que, en fait, ils touchent au cœur du problème et au cœur du niveau de solution qu'il faut à ce problème. En fait, c'est pour ça que ça marche autant. Et donc là, j'ai eu plein de propositions de passage dans les médias, donc évidemment des médias locaux bordelais sur les réseaux. J'ai eu quoi ? Du coup, je suis passé à W9 avec l'interview d'un gars qui s'appelle Tony, qui avait fait une vidéo interview sur moi, sur Insta. J'ai eu une interview dans Sud Radio aussi, ma première interview vraie à la radio. J'ai été contacté par Le Figaro, j'ai été contacté par CNews aussi, qui voudrait faire un reportage lors d'un test sur Bordeaux. J'ai été contacté, j'ai eu un article dans Actu Bordeaux aussi. Donc voilà, c'est marrant parce que voilà, il y a pas mal de phénomènes en même temps. Il y a un gros soutien d'une part de la communauté, une grosse critique d'une part de la communauté, et au milieu de tout ça, l'intérêt des médias qui captent qu'il y a une tendance, un truc, un buzz, voilà, et qui essaye de présenter aussi le projet. Donc c'est assez déstabilisant. J'avoue que je ne sais pas trop comment réagir à tout ça, mais je mets un pas devant l'autre jour après jour et puis je vois comment ça se passe en fait. C'est la mentalité qu'on doit avoir comme entrepreneur de toute façon. Donc voilà. Et oui, un petit point sur les critiques. Donc pourquoi en fait ça suscite autant de critiques ? Je me suis posé la question parce que même j'ai vu cette influenceuse qui a pas mal d'abonnés aussi critiquer le fait que par exemple il y a des bracelets qui détectent le GHB, je crois, et qui soient vendus. Je crois que le prix c'était 2,50€ ou autre, et je crois pas que ce soit un bracelet à usage unique. Donc en fait, je pense que la critique, elle tourne pas forcément autour de ma personne, même s'il y a eu beaucoup d'attaques ad nominem. Mais en fait, c'est ce projet que je lance, Safely, vient mettre la lumière et en fait matérialiser le problème. C'est ça surtout. Et en fait, ce projet aussi met en avant le niveau de solution qu'il faut par rapport au problème. Et en fait, ce niveau, il est élevé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation où un bracelet ou une application de géolocalisation suffit. Je vais vous raconter des exemples. J'ai fait un test hier et j'ai vu des choses où en fait un bracelet ne sert à rien, où une app de géolocalisation ne sert à rien. Et donc en fait, je pense que aussi j'ai été un peu le bouc émissaire dans cette critique. En fait, du problème sociétal qu'on a. Et malheureusement, beaucoup ne sont pas prêts à accepter le niveau de solution qu'il faut par rapport au problème. Et donc c'est ça en fait qui a suscité, en gros, quand j'ai eu des critiques sur oui, c'est payant, on ne devrait pas avoir à payer un agent de sécurité, je suis complètement d'accord. C'est n'importe quoi comme situation. Mais en fait, c'est la réalité. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont énervées contre cette solution, peut-être qu'ils sont dans le déni,
et qui du coup se cache derrière l'insulte de celui qui montre la lune en fait. Et au lieu de regarder la lune, elle regarde le doigt qui désigne la lune, et le doigt c'est moi. Donc voilà. Voilà. Donc ouais, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait un test, on a fait au levrette café et on a fait ces 2 tests, il n'y a pas eu d'accompagnement. Il n'y a pas eu d'accompagnement, on en avait fait 2 la semaine dernière. Là, pendant ces 2 tests, il n'y en a pas eu. Donc voilà, petit coup au moral quand même. Il n'y en a pas eu, donc levrette, en fait, franchement, il y a des critiques sur les réseaux parce que les gens se lâchent, ils sont souvent anonymes ou alors il y a le compte privé. Quand je démarche dans la rue en direct, 100% de retours positifs en fait. Et moi, je démarche à la sortie des boîtes et tout ça. La phrase, elle est très simple, hein, c'est bonjour, on est en partenariat avec cet établissement-là. On propose des raccompagnements avec un agent de sécurité pour éviter le harcèlement et les agressions de rue. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà. C'est vraiment la phrase, le pitch. Donc c'est très bienveillant et franchement, 100% des retours sont positifs ou alors les gens disent juste non. Mais quand il y a des retours, franchement, c'est que positif. Donc méfiez-vous des réseaux aussi. Hein. Les réseaux, les gens se lâchent, ils se permettent des choses. En face, et c'est peut-être pas les mêmes gens qui critiquent sur les réseaux que les gens qui sortent, enfin que vos clients en fait. Tout simplement. Donc voilà, on n'a pas fait de raccompagnement, mais il y a eu des retours, il y a eu des discussions très positives. Et voilà, j'ai en tête notamment une fille qui habitait place de la Victoire. Et donc levrette café, c'est en centre-ville. Hein. Et donc levrette café, place de la Victoire, il faut passer par rue Sainte-Catherine. Faut passer, et donc voilà, dans cette rue-là, le soir à 2h du matin, on peut carrément être emmerdé. Hein. Et surtout quand on arrive place de la Victoire. Et donc elle, je lui ai parlé, elle était un peu intéressée. Elle a été jusqu'à me demander le prix. Et donc, je lui ai dit c'était 10 euros. Et donc là, ça devait être trop cher pour elle. Je pense que je ne lui ai pas proposé un autre prix. Par exemple, 5 euros. Peut-être que 5 euros, elle aurait accepté. Parce que je l'avais déjà fait avec une précédente cliente. Et donc, en fait, elle a dit moi, je vais foncer, je mets mon casque sur les oreilles et puis voilà, voilà. Et donc en fait, je vous parlerai après de quelle problématique on va dire ça soulève, ça peut soulever. Mais donc voilà, donc les gens sont intéressés, pas toujours prêts à payer le prix, du moins que j'ai fixé, sachant que normalement, on peut fixer un prix, mais le mieux c'est de laisser le marché trouver un point d'équilibre. Et pour ça, il faut une application. Et j'en ai pas encore. Donc voilà. Mais voilà. Donc on a fait ce test au levrette. Voilà, il n'y a pas eu de raccompagnement. On en a fait un autre hier dans une boîte de nuit dont je ne dirai pas le nom pour des raisons de confidentialité. Donc là, on est resté de 1h à 5h. Et on n'a pas fait de raccompagnement non plus. Alors c'était une autre sociologie que le levrette café. Ça, c'est très intéressant parce que j'ai voulu tester un peu les types de publics. Déjà, boîte de nuit, c'est peut-être pas le même public que bar. Et en plus, là, c'était une sociologie différente. Levrette café, c'est, on va dire, CSP+, classe moyenne supérieure, CSP+. Là, la boîte où on était, c'était riche. C'était au-dessus de CSP+. Et autant au levrette café, quand j'aborde, les retours sont tous bienveillants, tous à l'écoute, on va dire. Autant là, je me suis pris des vents et des murs. Donc en fait, c'est une clientèle, cette clientèle riche ne réagit pas bien au démarchage dans la rue. Ou alors c'est que c'était l'horaire qui est plus avancé, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment aussi une différence de type de clientèle. Et donc j'ai eu des vents et des murs, des personnes qui m'ont complètement ignoré ou qui m'ont coupé la parole. Voilà. J'ai fait à peu près une dizaine de demandes parce que je demande pas aux filles qui sortent et qui sont déjà accompagnées d'un mec.
parce que du coup c'est bon, elles ont ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de problème. Je demande à celles qui sont 2 ou toutes seules. Et c'était pas facile en plus, parce qu'il y avait énormément de monde devant. Donc du coup, moi, quand la fille sort, déjà, je sais pas par quel côté elle va sortir, et donc c'est un peu gênant, parce que du coup, des fois, je dois un peu courir après et demander dans son dos excusez-moi madame, bonjour, désolé de vous déranger. Enfin, c'est un peu gênant, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose. C'est comme ça en fait que j'ai des retours et que je peux faire des accompagnements. Et donc voilà, et donc pas de raccompagnement, je sais pas, pour diverses raisons. Je pense, voilà. Mais un exemple en fait, 2 exemples même. Donc un premier groupe de 2 nanas et je leur propose un raccompagnement et elles me disent non merci. Et quelques minutes plus tard, elles sont un peu plus loin dans la rue et il y a un mec, en fait le type de mec pour lequel je lance ce service, malheureusement, qui vient en fait les emmerder gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait il y a des mecs qui cherchent la merde, c'est incroyable. Donc elles étaient à quoi ? Elles étaient à 20 mètres de la boîte, 20-30 mètres de l'autre côté de la rue, et le mec vient les emmerder, vient les insulter, vient les faire chier, mais juste à côté d'elles, hein, vraiment. Et heureusement, il y avait les vigiles de la boîte qui étaient là, et ils ont un peu tempéré la situation de loin, c'est-à-dire il a pris une lampe, et puis il a flashé le mec pour... voilà. Ils sont restés devant la boîte, mais le gars a fini par partir. Mais voilà en fait ce qui peut arriver. Et c'est pour ça que là, avoir une appli de géolocalisation, ça ne sert à rien. Avoir un bracelet ou un sifflet, quand le mec est déterminé à vous faire chier, en fait, voilà. Et là, s'il y avait eu un mec avec elle, un peu costaud et tout ça, jamais le mec il serait venu, parce que c'est des faibles, ceux qui font ça, c'est des lâches. Voilà. Deuxième exemple, une femme qui rentre, elle était aussi passablement éméchée. Hein. Elle sort à 4h30, un truc comme ça. Passablement éméchée, je lui propose, du coup elle me dit non. Et en fait, elle commence à s'éloigner de la boîte et il y avait un angle, elle prend l'angle de la rue. Et au moment où elle prend l'angle de la rue, il y a un mec qui était là, qui attendait. Au moment où elle passe devant lui, il se lève et il commence à la suivre. C'est un truc de fou en fait. Ça, même moi, ça m'a choqué. Franchement, ça m'a choqué. Et il commence à la suivre et donc on est allé voir pour voir s'il arriverait rien ou autre. Et en fait, alors je crois qu'il l'a perdu de vue, mais en gros il l'a suivi pendant au moins 100 mètres, 150 mètres, jusqu'à ce qu'on l'ait plus trop en visuel, même si l'agent qui était avec moi est allé voir quand même pour s'assurer qu'il ne se passerait rien. Et en fait, je crois que le gars l'a tout simplement perdu de vue, ou alors l'agent a fait dissuasion, même s'il ne l'accompagnait pas, cette personne. Mais il l'a suivi, quoi. Il l'a suivi. Et malheureusement, cette femme, elle était un peu éméchée ou autre, et puis donc elle a dit non à un raccompagnement. Mais là, elle s'est fait suivre, quoi. Elle s'est fait suivre, et qui sait ce qu'il aurait pu se passer. Et c'est donc... En fait, c'est terrible, ça prouve qu'il y a un besoin, malheureusement. Mais du coup, après c'est normal, je viens de lancer le projet, l'usage n'est pas encore rentré dans les mœurs. Peut-être que les femmes aussi n'ont pas envie de payer, ce qui est tout à fait normal. Mais en fait, quand il y a un risque comme ça, quand il y a un danger, en fait c'est préférable, quoi. C'est préférable de pas prendre de risques. C'est préférable de pas prendre de risques et donc voilà, cet épisode, il m'a quand même un peu choqué, et puis il démontre en fait que ma solution, elle est viable en fait. Elle est viable en fait. Faut juste que maintenant ça rentre dans les mœurs et que ça devienne un peu malheureusement une habitude. Voilà, pour éviter ce type de situation. Et on a vu 2 situations comme ça en l'espace de moins d'une heure. Et pourtant, c'est un quartier tranquille, hein, de Bordeaux. Alors, j'imagine même pas ce qui se passe dans les quartiers ou les villes où c'est pas tranquille, en fait. Là, potentiellement, je sais pas, c'est toutes les 20 minutes. Enfin, bref. Donc voilà. Donc pas de test, mais on met des preuves, en fait, que le service serait utile.
Voilà, maintenant il y a tout un travail, je pense, de communication, de pédagogie, comment de démocratisation de ce type de service, d'évangélisation à faire pour que ce soit adopté. Donc voilà. Et donc ouais, voilà, bon, j'ai reçu donc aussi énormément de candidatures d'agents de sécurité, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup, mais cette semaine j'ai dû en recevoir 15-20, un truc comme ça, par message ou par mail. Je suis toujours en train d'hésiter si je continue avec des agents de sécurité ou si je diversifie avec d'autres types de profils. Je pense par exemple à tout ce qui est pompiers, secouristes, personnes qui sont dans les scouts, étudiants en médecine, ou enfin ce type de profil un peu sérieux. Parce que du coup, agents de sécurité, pour des questions légales, même s'ils ne font pas leur travail d'agent de sécurité, puisqu'ils se contentent juste d'accompagner une personne sans surveillance, sans contrôle ou autre, ça reste un peu touchy. Et moi, je veux rendre service. Et je veux, voilà, si jamais il y a des ennuis légaux, je ne pourrais pas rendre service. Donc, je réfléchis aussi à ce que ce soit des citoyens lambda, mais qui aient un parcours, des expériences qui montrent qu'ils sont sérieux et tout ça, et que c'est des personnes de confiance. Voilà, et j'ai reçu aussi ce matin ou hier un contact d'une femme qui habite sur Bordeaux et qui m'a dit par mail que en fait cette solution l'intéresserait parce qu'elle s'est déjà fait, elle a déjà eu des soucis, c'est le terme qu'elle a évoqué plusieurs fois quand elle rentre tard le soir du travail. Et donc elle est intéressée par ma solution pour elle. Et elle m'a dit je la communique auprès de mes proches. Et en fait, ça m'a fait penser aussi, du coup, c'est en fait si elle rentre souvent tard, enfin quand la nuit est tombée et même tard le soir du travail, en fait il y a un besoin récurrent. Et donc ça peut être aussi, j'y avais déjà pensé, mais là ça matérialise le truc, qui est une forme d'abonnement en fait, avec un nombre de trajets par mois ou un nombre illimité de trajets par mois en fonction du prix. Voilà, là je viens de recevoir une notif, j'ai encore une nouvelle candidature d'un agent de sécu. Voilà. Et il précise qu'il fait du kickboxing, des arts martiaux et tout ça. Voilà. J'en reçois tout le temps. Et donc ouais, ça peut valoir le coup qu'il y ait un abonnement mensuel. Et donc là je suis aussi en train de réfléchir quel type de public je vise. Est-ce que je continue à viser en fait les femmes qui rentrent de soirée indépendamment d'une tranche d'âge ou d'une profession? Est-ce que je cible plus les femmes actives qui rentrent du travail le soir? Est-ce que je vise carrément les entreprises en proposant aux entreprises des plans pour leurs salariés pour qu'ils puissent rentrer accompagnés? Voilà, là je réfléchis à plein de business models en sachant que ça ne résout pas forcément les mêmes problématiques à chaque fois, mais voilà, c'est pas non plus les mêmes rémunérations, c'est pas les mêmes structurations d'offres et tout ça, donc il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, donc voyez, ça c'est aussi quelque chose quand on est entrepreneur et quand on se lance dans un projet innovant comme ça. On a des idées au début, et puis après le marché nous met des coups de pied dans les parties génitales, il nous dit non, tu te trompes. Et en fait, il faut s'adapter tout le temps et il faut rester dans une logique de tester et apprendre, test and learn. Continue, il faut toujours tester, comme dans la création de contenu. Hein. Moi, j'avais fait 6-7 vidéos avant qui faisaient 800 vues ou autre avant que j'en ai une qui décolle à 370 000. Et donc voilà, il faut tester, tout le temps et après continuer ce qui marche. Et voilà, je suis dans cette logique actuellement. Sinon, au niveau du développement de l'application, j'ai reçu du coup beaucoup de candidatures de développeurs, beaucoup de devis différents, voilà. Et je suis en train de faire mon choix pour choisir avec quel développeur partir. Parce que en fait, le projet est encore. En fait, je pensais faire ma preuve de marché plus rapidement.
c'est-à-dire qu'il y ait plus d'accompagnement qui soit fait. Et voilà, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, il y a encore trop peu d'accompagnements qui ont été faits pour que je sois sûr de, par exemple, faire une levée de fonds ou d'investir beaucoup de mes économies ou autres. Donc, voilà, j'ai eu des propositions de développeurs qui me permettent de créer un MVP sans dépenser des dizaines de milliers d'euros. Et donc voilà, je suis en réflexion dessus et je ferai mon choix la semaine pro pour commencer à développer le MVP de l'application. Et en fait, créer un MVP, ça va permettre d'industrialiser le test. C'est-à-dire là, il y a des tests qui ont été faits, je vais continuer les tests auprès de différentes cibles. Mais voilà, une fois que j'en saurai plus sur les cibles, va falloir quand même que j'industrialise un peu le test. Et donc voilà, l'appli va aussi aider à ça. Que ce soit en cible B2B, par exemple avec les entreprises, ou B2C avec les clients en fait. Donc voilà. Et voilà, et je vais finir, parce que quand même là on est à 29 minutes, sur la foi en fait. Sur la foi. Moi je suis pas croyant. Je suis agnostique, c'est-à-dire je crois qu'il y a une force qui existe, un truc, mais je suis pas croyant, pas pratiquant. Mais en fait, quand on est entrepreneur, il faut avoir foi. Il faut avoir foi dans son projet, il faut avoir foi en soi, parce que c'est tellement dur le marché, c'est tellement dur l'entrepreneuriat que si on n'y croit pas, si on ne croit pas en soi, on abandonne très vite. On abandonne très vite. Moi, je me suis lancé d'abord en freelance. Je me suis d'abord lancé en freelance et quand j'étais freelance en communication, j'ai passé 1 an à me verser un SMIC, voire moins. Voilà. Et voire moins qu'un SMIC, hein, vraiment. Et j'ai commencé à bien gagner ma vie qu'à partir d'un an et demi, à peu près. Enfin, à sortir la tête de l'eau à partir d'1 an et demi, et au bout de 2 ans, à un peu bien gagner ma vie, et au bout de 3 ans, à bien gagner ma vie. Donc en fait, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, et pendant cette expérience de freelance, j'ai changé de business model 20-30 fois. J'ai changé de cible 40-50 fois. Je me suis adapté en permanence, et en fait, j'ai gardé foi dans ce que je voulais faire et dans le service que je voulais rendre. Et en fait, c'est important quand vous êtes entrepreneur. C'est important de garder foi dans votre projet. Si vous savez au fond de vous que votre projet il est juste, que vous répondez à un vrai besoin, parce que bon, parfois il n'y a pas de besoin, il faut savoir aussi s'en rendre compte. Si vous avez des retours comme quoi ce que vous faites est utile, qu'on vous dit oui, je serais prêt à utiliser ça, que vous arrivez à avoir des paiements et tout ça, mais que c'est encore un peu instable ou autre, faut garder foi, il faut vous dire, si vous faites ce projet, si vous êtes convaincu que c'est juste, que vous êtes dans le vrai, que vous apportez un vrai service, que vous êtes utile, que vous résolvez une vraie problématique, faut garder foi en fait. Faut garder foi, et en fait faut continuer de croire en vous. Et le plus dur, le marché c'est très très dur parce qu'on n'a pas toutes les informations et on avance aveugle. Et petit à petit on éclaire un peu le chemin, mais pour pouvoir avancer dans ce chemin sombre, en fait faut avoir confiance en soi. Faut avoir confiance en soi et faut avoir foi dans son projet. Et le marché c'est dur, mais le plus dur c'est de se faire confiance. Et le plus dur c'est d'avoir confiance dans son projet et dans ses capacités. Et je pense que le facteur principal de la réussite d'un projet entrepreneurial, c'est vraiment l'entrepreneur. L'entrepreneur, ses convictions, sa motivation, sa discipline. Tous les jours faire quelque chose, même si c'est pas la même quantité de travail tous les jours, mais tous les jours faire quelque chose. Ça peut être même juste réfléchir à une offre, voilà, mais tous les jours envoyer un message, tous les jours faire quelque chose. On peut se reposer 1 ou 2 jours, mais voilà, quand on est dans un projet comme ça, il faut quand même rester en mouvement. Et voilà, et l'entrepreneur, c'est vraiment celui qui est au cœur de la machine, et ça peut être le facteur de succès comme d'échec, et c'est ça le critère qui est le plus primordial et qui va être le plus dur. C'est vraiment vous-même. C'est vous-même contre
contre l'adversité. Et voilà, donc il faut travailler sur soi et il faut garder la foi en fait. Faut garder la foi. Et je comprends pourquoi il y a pas mal d'entrepreneurs qui deviennent un peu religieux ou autres. Parce que ça nécessite une foi quotidienne. Il faut croire dans le bien. Il faut croire que ce qu'on fait est juste. Et faut encaisser en fait les critiques, faut encaisser les échecs, les périodes de flottement et tout ça. Donc voilà. Ayez foi en votre projet si vous pensez qu'il est juste. Croyez en vous. C'est vous qui êtes le facteur déterminant de votre projet. Voilà. Le projet, ensuite, il peut s'adapter, mais c'est vous qui êtes aux commandes. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode qui était un peu long. Je ne sais pas s'il y en a qui seront restés jusqu'à la fin, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, faites des builds in public si vous êtes entrepreneur freelance. Ça vous aide à faire des bilans sur vous-même, sur votre projet. Ça vous aide à structurer votre pensée. Ça vous aide à sortir aussi les choses. Voilà. C'est important de sortir parce qu'on emmagasine des trucs positifs comme négatifs, mais au bout d'un moment, si on les sort pas, ça nous fait du mal. Donc c'est un peu comme une séance de psy. Voilà, ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous aider dans vos projets. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube aussi. Et du coup, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine.